Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de Seed Legals. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Caroline Aupois, avocate fiscaliste. Salut Caroline. Salut Florent, bonjour à tous. Donc on va attendre que vous vous connectiez, qu'il y ait plus de monde qui nous rejoigne. Donc on avait un certain nombre d'inscrits sur ce fameux sujet qui a trait à la fiscalité et l'investissement dans les startups. Donc un sujet assez technique, mais ô combien important et stratégique, notamment en cette période de fin d'année, où on se dit comment pouvoir convaincre des investisseurs, créer un peu d'urgence, notamment avec quel dispositif, parce qu'il existe des dispositifs qui permettent de défiscaliser une partie des investissements réalisés dans des TPE, PME, mais également surtout des startups. On va en parler avec Caroline ce matin. D'abord, et avant qu'on rentre dans ce vif du sujet, on va parler comme d'habitude un peu de Zoom, utiliser Zoom. Donc, comme vous le savez, vous pouvez vous poser vos questions. Vous avez une bulle discussion, vous avez le chat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos discussions ici, là-dedans. Donc, je vais vous dire bonjour tout le monde. Bonjour Stéphanie, merci pour ton petit Bonjour. message. Pareil, bonjour tout le monde. Donc, vous pouvez les poser directement ici dans cette bulle discussion. Sinon, vous avez un autre endroit avec questions-réponses pour poser vos questions. Vous avez également le droit de lever la main, je crois, hein, comme ça, et puis de la baisser si vous avez aussi des questions. Mais bon, autant les poser directement dans le chat, comme je viens de le dire, et on y répondra à ces questions avec Caroline au gré de notre discussion. Et pour ces discussions, comme je le disais à l'instant, l'idée, c'est de parler fiscalité. Et donc, qui de mieux placé qu'une avocate fiscaliste pour parler de la fiscalité? Ma raison pour laquelle, très contente de t'accueillir, Caroline. Avant de présenter Silégal, je te laisse peut-être te présenter par pure politesse, et puis après, je présenterai Silégal dans Merci. 2 mots. Ouais, merci Florent, merci beaucoup de m'accueillir. Moi, je suis Caroline Aupois, je suis avocate fiscaliste au barreau de Paris depuis une dizaine d'années et installée à mon compte depuis un peu plus de 3 ans. Et j'accompagne pas mal tout l'écosystème des PME, ETI, donc start-up ou pas start-up finalement, mais cette taille de société, des PME ou des petits groupes de PME. Donc les problématiques de fiscalité, d'opportunités fiscales, d'investissement, voilà, sont des sujets qui reviennent assez souvent sur la table. Et on s'était dit avec Florent que ça faisait sens de faire un point sur ce qui existe, comment en profiter sans en abuser. Merci Caroline, et tout à fait, il y a beaucoup de questions qui nous sont posées quasi tous les jours à Seed et notamment des questions fiscales sur est-ce que mes investisseurs peuvent bénéficier en investissant sous forme de BSR, du dispositif loi Madelin, est-ce que c'est plus intéressant de pouvoir créer une holding pour détenir mes actions dans ma startup dès le début, ou est-ce que je dois attendre un certain moment pour pouvoir le faire? Est-ce que pareil, côté investisseur, c'est intéressant qu'ils aient eux une holding? Il y a les questions de l'investisseur qui vient de réaliser une grosse plus-value parce qu'il a eu un exit dans son projet entrepreneurial, et tant mieux pour lui. Et donc, une question du réinvestissement avec ce fameux 150 OBTR, donc qui est la question du réemploi. Zéro Donc, bêta. zéro OBTR, voilà. Moi, je suis pas fiscaliste, comme vous le savez. Et donc, effectivement, tant mieux que Caroline puisse me corriger sur ces aspects techniques. Mais toutes ces questions, c'est des questions qu'on a chez Seed Legal. Seed Legal, c'est quoi? C'est une plateforme, comme vous le savez peut-être, qui permet de digitaliser toutes les opérations sur le capital. Donc, qui va générer vos documents par rapport à votre financement, que ce soit document de BSR, que ce soit l'augmentation de capital, que ce soit sur la gestion de votre actionnariat avec vos actionnaires, table de capitalisation, mais également pour tout ce qui est partage du capital, mise en place de plans de BSPCE avec vos salariés ou de BSA avec vos advisors. Donc, tout ça sur une même plateforme, et vous bénéficiez bien sûr de l'accompagnement des équipes et également des experts partenaires comme on va en parler aujourd'hui sur la partie fiscalité avec Caroline. Et donc, on a plus de 35 000 startups sur la plateforme. On s'est lancé d'abord au Royaume-Uni, puis en France. On est aussi à Hong Kong et Singapour. On a 150 salariés. Voilà pour quelques chiffres nous concernant. Et en France, on a accompagné plus de 300 startups, et on est très content de pouvoir balayer ce sujet de la fiscalité. Donc, si on y revient pour lancer les débats, en tout cas plutôt l'échange que débat, parce qu'on va plutôt être avec des échanges assez alignés, Caroline, c'est sur cette fiscalité concernant l'investissement en startup. Et donc, comme je le disais aussi, les questions qui se posent, c'est quels sont les différents dispositifs. Donc, on en a balayé, allez, 4, grosso modo, peut-être pas tous des dispositifs, mais qu'importe, 4 points en tout cas qu'on va adresser ensemble. Le premier, c'est le dispositif loi Madelin.
Le deuxième, c'est tout ce qui touche au PEA, donc PEA et aussi PEA-PME. Le troisième, c'est la question d'investir en holding, donc indirectement, ou de détenir ses participations dans sa startup avec une holding. Donc, c'est cette logique de est-ce qu'il faut créer une holding pour détenir ses participations, investisseur ou entrepreneur. Et on finira en beauté avec le quatrième dernier point sur cette question du réemploi avec le 150 Better du coup. Voilà. Exactement. Voilà pour nous, notre programme de ce matin. On a environ une trentaine, quarantaine de minutes d'échange. Posez vos questions encore une fois dans la bulle qui est faite à cet effet sur Zoom. Et puis, on répondra à toutes vos questions. On se laissera peut-être 10 minutes à la fin aussi pour les balayer. Et puis voilà, donc Caroline, tout d'abord, si on commence par le premier point dont je parlais, la loi Madelin. Hier, Madelin. Qu'est-ce que c'est la loi Madelin? Alors, la loi Madelin, donc, qu'on appelle aussi IRPME, parce que voilà, c'est des terminologies qui dépendent des gens. En vrai, c'est l'article 199 ter des siès OA, ce coup-ci, c'est un O du Mhm. CGI, mais c'est plus simple de dire IRPME ou loi Madelin. En fait, c'est un dispositif qui permet aux personnes physiques, donc aux particuliers, d'obtenir une réduction de leur impôt sur le revenu quand ils investissent dans les startups. Donc, à l'heure actuelle, c'est un taux de 25%. Donc, si on met 10 000 euros dans une start-up, on a droit à une réduction d'impôt de 2 500 euros, par exemple. Enfin, quand je dis des start-up, c'est des PME en réalité. Donc, là, on Parce a qu'il un y a public certaines très start-up. conditions, c'est ça effectivement, Donc, ouais. il y a certaines conditions. Avant ça, donc, il y a un sujet de taux. Donc, là, je vous dis actuellement, c'est 25%. La loi prévoit 18%. Et ça fait plusieurs années que les lois de finances prévoient de temporairement ce taux à 25% pour la durée de l'exercice. Là, on a la loi de finances pour 2023 qui prévoit la même chose, donc de maintenir en quelque sorte un taux à 25% au lieu du taux légal de base à 18%. Il faut savoir que pour avoir le taux à 25%, on a besoin d'avoir un retour favorable de la Commission européenne, puisqu'il y a des sujets d'aide d'État et de conformité de ces aides au droit de l'Union européenne. Et donc, en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que on l'a eu pour 2021 et 2022. Donc là, en 2022, le taux de 25% est applicable jusqu'au 31 décembre. En 2023, même si c'est voté par la loi de finances, pour que le taux de 25% redevienne applicable, il faudra donc recevoir cet avis de la Commission européenne et attendre la publication d'un décret. Donc, il y aura sûrement une courte période en début d'année où on aura le taux à 18%. Donc, pour ceux qui sont très, très pressés, qui cherchent à faire souscrire tout de suite, le fait de le faire avant le 31 décembre peut être un argument. Vos investisseurs savent qu'ils ont 25% alors qu'ils ne sont pas sûrs de l'avoir plus tard. Et en tout cas, sûrement pas pour des souscriptions au premier trimestre 2023. On sait que l'année dernière, on a eu le décret qui a permis le passage, enfin le bénéfice du taux à 25% à partir de mars. En 2021, c'était qu'en mai. Voilà, donc on ne peut pas s'engager sur des dates, mais on suppose qu'il y aura une fenêtre en début d'année où ce ne sera pas possible, et puis où on aura seulement le taux à 18%, et puis on repassera à 25%, Donc là, espérons, à partir du printemps. ce qui est important de ce que je comprends, c'est si on veut en tout cas être sûr de pouvoir bénéficier du taux de 25%, c'est pour 2022 et on ne peut pas prédire ce qu'il en adviendra pour 2023, même s'il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, mais on verra peut-être en avril, avril, mai, Exactement. selon le décret qui sortira. Ok. Ceux qui cherchent des investisseurs ont un argument pour encaisser le chèque avant le 31 décembre 2022. Voilà. Parfait. Et donc là, c'est 25%, mais encore faut-il Oui, effectivement que la société puisse être éligible. c'est ça. Et il y a Donc, des on a pas conditions. mal de conditions. Donc, le premier, on parle d'IR-PME, il faut que ce soit une PME au sens européen. Donc, une PME, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui emploie moins de 250 salariés et qui a soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, soit un total de bilan, c'est-à-dire total d'actifs au total passif, puisque normalement ils sont égaux, inférieur à 43 millions d'euros. Je pense Donc, que ça va aller voilà. pour les startups assez early stage Pour la sur ces plupart des critères startups, PME, ouais. il n'y a pas de problème. Effectivement, ça marche plus pour des Ouais. licornes, mais ça marche très bien pour les startups. Et Alors, il ne faut d'ailleurs, pas j'ai que mis ça... un petit article, pardon, je t'ai coupé, mais j'ai mis un petit Oui, article qu'on avait relu ensemble, que je t'avais fait passer, Caroline, donc sur Site Légal, ce que vous retrouvez, et vous retrouvez toutes ces conditions là sur la loi Madelin, le dispositif, avec notamment ce que tu viens de dire sur les
principaux seuils, que ce soit une PME, que ça corresponde bien à ces différentes conditions. Et je te laisse continuer. Voilà, donc on va passer rapidement les autres conditions, mais c'est pour que vous les ayez un petit peu en tête. Donc, il ne faut pas que ce soit une entreprise en difficulté. Donc, typiquement, il ne faut pas qu'il y ait une procédure collective ouverte, ce genre de choses. Voilà, donc c'est pas comme ça qu'on redresse sa société si jamais elle fait déjà face à des difficultés, des attestations de paiement ou autres. Il faut que la société ait son siège dans l'espace économique européen, donc c'est la France naturellement, les autres pays membres de l'Union, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein. Voilà, donc là, a priori, on est sur un public de sociétés françaises, donc c'est pas trop une difficulté. Il faut que ce soit une société qui n'est pas cotée, il faut qu'elle ait une activité opérationnelle, donc ça c'est important, c'est vraiment une activité commerciale, une activité de service, de conseil. Il ne faut pas que ça soit la gestion de son patrimoine mobilier immobilier, donc pas de placement. Il ne faut pas non plus que ce soit une société qui a des revenus garantis en fonction de tarifs réglementés. Donc, par exemple, des sujets de production d'énergie, d'électricité. Alors, c'est des secteurs très spécifiques. Voilà. Et ça peut pas être non plus des activités immobilières quand même restées commerciales. Donc, typiquement, des activités de promoteurs ou de marchands de biens sont éligibles à d'autres régimes dont on parlera, mais ne sont pas éligibles pour l'IRPME. La société doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et elle doit compter au moins 2 salariés à la clôture de l'exercice Ouais, qui suit la souscription. Voilà. c'est Euh, l'exercice qui suit la souscription. Ça, c'est un point important parce que typiquement, si on prend nous le public de start-up donc françaises, effectivement, dont je pense la plupart des conditions que tu viens d'énumérer sont plus ou moins pose pas de acquises. problème, sauf Ouais, celui-là. ben, la question justement des 2 salariés là peut poser question parce que c'est encore faut-il pouvoir avoir 2 salariés. Donc, est-ce que ça comprendrait, c'est n'importe quel salarié, y compris si par exemple le mandataire social est salarié, c'est avoir un CDI. Euh, Oui, alors le mandataire social salarié, c'est possible, mais ça peut être un sujet un ouais, peu d'accord. délicat, puisque les sujets de cumul de mandat social et contrat de travail, il faut vraiment montrer un Ouais, lien de pas de blanche. subordination. Enfin, Hmm, c'est mes collègues de droit social sont meilleurs que moi, mais d'accord. ça peut être des intérimaires, ça peut être Des quelqu'un qui a été alternants, recruté, des alternants potentiellement, ça d'accord. peut être, il faut que ce soit des contrats de travail. D'accord. Naturellement, l'idée n'est pas de les embaucher le 30 décembre et de les virer le 1er janvier. Il ne faut pas que ce soit abusif, mais ça peut Hmm, être quand même une embauche juste avant la clôture de l'exercice. Ça ne pose pas de problème. Ça peut être des temps partiels. Donc, il y a de la marge de manœuvre. Sur le mandataire social, s'il est tout d'accord. seul et qu'il n'y a pas de lien de subordination, je ne le recommande pas. Ouais. Et ce que tu disais, juste pour, sur ce point aussi, c'est qu'il faut que la société embauche 2 salariés à minima. Oui, alors il y a des Ah, exceptions pour des activités artisanales inscrites à la d'accord, Chambre des métiers, c'est un seul, mais de façon générale, c'est deux. d'accord. Mm. Et c'est dans l'exercice qui suit la souscription. Donc, si c'est une souscription à 2022, il faut que ce soit 2 salariés à 2022. Oui, 31 décembre 2022. Ouais. Mm. D'accord, Alors, très bien. sur ce point-là, ça peut être peut-être intéressant de faire un petit point de contexte juridique. En fait, donc, cette réduction d'impôt sur le revenu qui existe actuellement, donc elle est codifiée dans un article impôt sur le revenu, mais elle renvoie à l'article qui prévoyait anciennement l'ISF-PME, puisqu'il y avait un peu le même style de dispositif. Et donc, bon, si vous allez lire les articles du Code général des impôts, du CGI, c'est assez indigeste, mais il n'y a pas de problème, on voit bien les renvois. Si vous êtes un petit peu habitué à aller faire vos recherches sur Internet, à voir le BOFIP, c'est-à-dire la doctrine d'administration fiscale, il faut faire attention parce que les commentaires qui, à l'heure actuelle, sur l'IR-PME, donc les réductions d'impôts pour investissement au capital de PME, sont les commentaires de l'ancien dispositif. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si vous tapez IR-PME, vous n'avez pas les bonnes règles. Vous avez, pour avoir les règles applicables actuellement, en fait, il faut se reporter à l'ancien bulletin qui était lié du coup à l'ISF PME. Et c'est important pourquoi? C'est important parce que dans l'ancien IRPME, c'était les salariés à la clôture d'exercice suivant celui au cours duquel la souscription a été effectuée. Donc en fait, ça aurait été pour une souscription en 2022, 31 décembre 2023,
mais c'est plus ces conditions qui s'appliquent. On est bien sur souscription 2022, salarié présent à la clôture de l'exercice 2022. Donc voilà, il ne faut pas se mélanger les pinceaux, il faut faire Les attention avec joies ce qu'on lit. des Voilà, dispositifs fiscaux et de la simplicité de notre code des impôts pour faire les et recherches. de la doctrine fiscale. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir éclairer en tout cas tout ça parce que ça le mérite et c'est, comme on le disait, hyper important. Donc, merci pour ces aspects. Et dès lors qu'on a ces conditions d'éligibilité, donc pour la startup, Ouais. on sait qu'on peut bénéficier, ben, si on est en 2022, en tout cas pour l'investisseur, de 25% en termes de déduction fiscale, mais c'est aussi plafonné côté Oui, alors investisseur. attends, ouais, tout à fait. On a encore quelques petites conditions. Bien sûr, vas-y, je t'en Alors, prie. on a toujours, donc c'est pareil, c'est des conditions qui viennent finalement de l'ancien dispositif ISF sur le fait que ce doit être un premier investissement, donc que la personne qui souscrit au capital de la société, de la start-up, ne doit pas déjà être actionnaire. D'accord. Et sauf cas d'investissement de suivi, c'est-à-dire que la société doit avoir établi un plan d'investissement pour conquérir un Oui, le marché externe, il faut que ce principe, soit c'est il faut que ce prévu. soit un premier Voilà. investissement. OK. Mais principe, premier investissement et principe, il faut que cet investissement intervienne sur une société. Alors, les termes, c'est qu'il n'exerce aucune activité sur aucun marché depuis moins de 7 ans. En réalité, la notion d'exercice d'une activité sur un marché, c'est au moins 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez avoir des sociétés qui ont 9 ans, si elles n'ont pas gagné d'argent pendant 3, 4, 5 ans, c'est encore des sociétés de moins de 7 ans, donc éligibles à D'accord. ce dispositif. OK. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est des sociétés qui, soit en moins de 7 ans, vous n'avez pas de problème, soit en moins de 7 ans depuis la première année où elles ont réalisé un chiffre d'affaires de Supérieur à 250 000 250 euros. 000 euros. Ça, c'est Voilà. intéressant. Ça, effectivement, il faut un décryptage toujours là, d'experts pour pouvoir bien comprendre, je pense, ce Oui, point. en fait, OK. c'est surtout, il faut avoir des réflexes, c'est-à-dire de savoir qu'il faut un peu rentrer dans chaque condition. Et D'accord. après, la dernière condition, donc il y a une condition générale sur sa durée de vie, la PME, pour être éligible, ne doit pas avoir perçu plus de 15 millions d'euros au titre justement de ces régimes de souscription au capital de PME. Donc, ça permet, comme c'est des petits tickets auprès d'investisseurs, en général, c'est pas un problème. Mais c'est pas avec ça qu'on fait des levées de fonds phénoménales. Et donc, ça fait le lien avec ce que tu disais, le fait qu'il y a des plafonnements. On a un plafonnement en base d'investissement de déductibilité par an. Donc, en fait, il y a deux niveaux. Il y a la première, c'est que pour une personne seule, le calcul de la réduction d'impôt pourrait être calculé maximum sur un investissement de 50 000 euros par an, avec un report possible au titre des 4 années suivantes. Autrement dit, s'il met un ticket de 250 000 euros dans votre société, 50 la première année et puis 50 les 4 années suivantes pour un célibataire, si on part du principe qu'il n'a pas d'autres sources de réduction d'impôt par ailleurs, il pourra tout utiliser, non pas en one shot, mais en l'étalant sur 5 ans. S'il met plus, bah, il perdra une partie de sa base de défiscalisation. Il aura son investissement. S'il croit beaucoup au projet, il peut investir plus, bien entendu. Mais sachez que du coup, vous allez plutôt aller chercher des tickets maximum de 250 000 euros par investisseur, voire moins s'ils veulent mettre leurs œufs dans plusieurs paniers. Ouais. Donc, Et la au base, niveau du si je foyer, comprends bien, ouais. c'est 50 000 euros par an, c'est ça, hein, ce que tu Ouais, disais? c'est 150 Donc, 000 par an avec, pour un pour, investissement donné, un report possible sur les 4 années suivantes. Donc, ça d'accord. fait Mais 50 000 fois ça, 5. c'est ce qu'on peut défiscaliser au titre des investissements pour un foyer, par exemple. Moi, tant que c'est investisseur célibataire, je peux investir par an jusqu'à 50 000 euros qui seront éligibles à de la défisc. Voilà. Alors, c'est la première étape parce qu'il y a une double étape, en fait, de plafonnement. Mais ça, c'est J'adore cette déjà simplicité, oui. Alors, dis-nous. toujours. Donc, c'est la première étape. Donc, on a dit 50 000 euros pour une personne seule, Ouais, 100 000 euros pour un couple. Donc, très bien. voilà. OK. Et Ça, au donc, moins, OK. ça calibre un peu les investissements que vous pouvez mettre en avant avec un avantage de déficit. 50 000 ou 100 000 euros par an, 250 ou 500 000 si on part sur le principe qu'il va utiliser les reports et défiscaliser en glissant sur 5 ans. Voilà. OK. Deuxième plafonnement. Donc ça, c'était vraiment sur l'assiette Au global, sur un de ce investisseur. type OK.
voilà, de ce type d'investissement qui peut ouvrir droit à la réduction Peut-être d'impôt. juste un petit point avant. Là, on parle d'un Ouais. investisseur personne physique, c'est-à-dire On que parle toujours d'investisseur personne physique toujours ici. un investisseur personne physique. Donc, lui, il n'investit pas via une société, ce n'est pas éligible pour ce type d'investisseur. Vraiment, c'est Alors, uniquement une alors, personne il physique pour le peut, moment. Restons sur ça, c'est ça? ouais, on reste sur ça. En fait, la personne physique peut investir soit directement dans la société, soit dans une holding qui redispatche les investissements dans des sociétés éligibles et qui a pour objet exclusif d'investir dans des sociétés de ce type. Mais en fait, ça fait juste une couche supplémentaire, c'est-à-dire une holding qui doit remplir les bonnes conditions. D'accord. Notre personne physique, c'est la même chose. Et avec, sur les plafonnements, voilà, avec le fait en plus que si jamais il a mis 100 dans la holding, mais que la holding n'a réinvesti que 70, bah, il aura un prorata de ce qu'il peut défiscaliser. Donc le reste sera défiscalisable, mais plus D'accord. tard, quand le holding alloue les sommes. Donc c'est pour ça que c'est une voilà. Donc, pour revenir aux bases de déficit, donc d'une part, on a l'assiette globale dont voilà, le maximal dont on peut se prévaloir. On a une deuxième règle qui est la règle générale de plafonnement, donc qui est généralement à 10 000 euros par foyer, donc qu'on soit célibataire ou pas, c'est pareil, et par an. Donc là, ben, c'est la même chose. Typiquement, si vous avez votre base d'investissement, vous êtes en couple à 100 000 euros à 25%, puisque c'est fait avant le 31 décembre. En soi, vous avez droit à une économie d'impôt de 25 000 euros, mais vous êtes plafonné à 10 000 euros par an par le plafonnement global des niches fiscales. Donc, il y a 10 000 euros qui seront utilisables potentiellement tout de suite sur votre impôt sur le revenu Donc 2023 déduit, sur ok. les revenus Ouais. 2022 et le reste qui sera reportable et c'est reportable sur 5 ans. Et donc, ce qu'il faut D'accord. savoir sans trop rentrer dans les détails, c'est que c'est un plafond commun avec d'autres avantages fiscaux du type réduction pour les dons, réduction pour les aides à domicile, les femmes de ménage. Voilà, donc là, c'est Tout ce du qu'on coup, veut ça peut déduire réduire rentre dans la cette fraction poche de par 10 000 rapport. euros. Ouais. Que ce soit Exactement, via un investissement, comme tu viens de le dire, avec les autres c'est dispositifs, ça. Donc, on a cette poche annuelle de 10 000 euros. Et après, elle peut être reportée selon ce qui aura été investi sur une année N ou après N plus 1. voilà. Très bien. Parfait. Mais voilà, donc comme d'habitude, il y a 50 000 exceptions. Si vous faites des investissements outre-mer, la poche peut monter un petit peu, mais bon, globalement, l'idée, c'est ça. Super. Et donc, concrètement, si on prend un exemple d'une startup qui vient de lever des fonds, elle a un groupe de business angels qui veulent investir. Quand je dis un groupe, c'est pas forcément un club, hein, ça peut être différents individus. Ils veulent investir à hauteur de 10 000 euros, peut-être chacun. Ils sont 5. Ça fait un total de 50 000 euros. L'argument qui peut être utilisé, sous réserve de répondre aux conditions d'éligibilité dont tu parlais, ça pourrait être, ben, effectivement, si vous investissez aujourd'hui, donc là, avant le 31-12, donc qui arrive à grands pas, 2022, ils pourront bénéficier de 25%. Donc, euh, 2 500 € de réduction d'impôt sur leur impôt sur le revenu de l'année, enfin, leur impôt sur le revenu de cette année qui sera à déclarés en payer l'année 2023. prochaine. Ouais, Voilà. parfait. Et une fois qu'on a parlé de tout ça, donc je pense que ça, c'est un des arguments très forts que peuvent utiliser ben, les entrepreneurs lorsqu'ils cherchent à lever des fonds, notamment avec cette fin d'année et l'argument dont tu parlais qui est à garder en tête. On sait que c'est 25% pour 2022, 2023, il y a des chances, mais on n'en est pas encore sûr. Affaire à suivre, Oui. Puis il y décret, aura, puis on ne sait pas quand ça commencera à 25%. et quelles seraient alors tes astuces pour la loi Madelin et ce premier point dont on vient de balayer d'un point de vue clarté, et, les arguments qu'ils pourraient utiliser côté investisseur ou d'un point de vue technique ou que sais-je, si tu as une astuce à leur demander ou un point à retenir peut-être. Ben là, sur la loi Madelin à proprement parler, finalement, l'astuce, c'est ça, c'est le 31 décembre de cette année, éventuellement le fait de mettre en avant le fait que les 50 000 euros par an sont reportables sur 4 ans. Donc, vous pouvez non pas aller chercher 50 000 par tête, mais 250 000 par tête, pardon, première année plus 4. Donc, ça peut Ouais. être une première astuce. Ensuite, il y a un point qu'on avait évoqué, donc c'est pas une astuce, mais c'est plutôt à savoir avant de passer au bloc suivant, parce que je vois que l'heure
l'heure tourne, Oui, c'est le sujet des BSR qui fait beaucoup parler très à l'heure juste. actuelle. Donc, ces souscriptions, c'est vraiment la souscription des titres qui compte. C'est-à-dire, c'est pas un BSS, c'est un bon, c'est le droit d'acheter une action. C'est un call option, comme on dit en finance, mais c'est pas une action. Et donc, on a ce sujet qui revient souvent de oui, ben moi j'ai payé mon BSR. En fait, globalement, j'ai payé le prix de l'action, même si j'aurais un Une petit, décote ou un cap, ça, c'est les ouais, conditions avec ouais, le une décote BSR, et puis souscription à vie. un petit prix d'exercice de l'action éventuellement au Mhm. jour où j'ai l'action. Est-ce que j'ai droit à lire Madelin? Donc la réponse est non, certainement pas au moment de la souscription du BSR. Et dans l'absolu, si on prend les textes au pied de la lettre, on n'y a pas droit. Par contre, j'ai obtenu, et je ne suis pas la seule, on est plusieurs à avoir obtenu des rescrits pour nos clients qui considèrent que on a le droit de bénéficier de ce mécanisme de réduction d'impôt sur des actions issues de BSR, donc au moment où La on conversion. a l'action en fait, au moment de la conversion, mais en prenant bien la totalité du prix, donc prix du bon inclus, ce qui est intéressant, puisque naturellement, s'il y avait juste le prix de souscription de l'action, donc le 1 La valeur centime, un nominale, oui. euro, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Or, c'est ça qu'il y a dans les textes. Donc, il faut savoir que, Peut-être voilà, juste au jour un de la petit rappel conversion, là-dessus. C'est-à-dire ouais, le BSR, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un bon de souscription d'actions par accord d'investissement rapide. On en fait énormément sur Silégal. Ça permet d'investir de manière assez flexible pour des startups early stage, sans fixer la valorisation. Mais comme tu l'as dit, la contrepartie, c'est qu'on n'a pas d'actions tout de suite. On les a plus tard, soit à l'occasion d'un prochain tour de financement, soit à l'occasion de l'arrivée d'une date butoir. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, tu vas convertir en tant qu'investisseur R ton bon de souscription d'actions, où tu souscris là tes actions nouvelles sur les conditions qui auraient été prévues dans ton contrat d'investissement rapide, donc le contrat R. Et là, généralement, tu payes la valeur nominale à ce moment pour souscrire les actions nouvelles, donc parce que tu as déjà investi ce qu'on appelle la prime d'émission au tout début, en fait le montant initial. Et donc ce que tu dis, c'est que ce qui est pris en compte, c'est bien l'investissement au global. alors surescrit, puisque légalement, Sur rescrit, hein, ouais, bien sûr. ça serait juste la prime de conversion. Mais D'accord. c'est pour Et ça, d'ailleurs, rappel on sur le arrive à avoir rescrit. des restes. Le Ouais. rescrit, c'est une question posée à l'administration fiscale. Exactement, qui est personnel. C'est-à-dire que ce dont je vous parle là, vous pouvez pas dire Caroline Aupois a eu des rescrits, donc c'est bon pour moi. Il faut en demander vous aussi, tout en sachant que voilà, c'est des rescrits qui globalement passent. C'est toujours au bon vouloir de l'administration qui étudie le projet et qui en fait s'engage à traiter le contribuable de telle ou telle façon en fonction de la situation qui lui est exposée. Et donc là, la petite astuce, si vous cherchez à lever des fonds, donc en fait, via des BSR, vous n'allez pas forcément faire le rescrit avant d'émettre les BSR pour être sûr, ceinture et bretelles, parce que en termes de calendrier, c'est pas Ouais. possible. Ça Par met combien de temps contre, environ? Tu avais obtenu tes rescrits, c'est quoi, 3 mois, non? légalement, c'est 3 mois, mais Ouais, l'administration n'a aucune pénalité s'il ne répond pas dans les 3 mois, voire s'il ne répond pas du tout, ce qui ne vaut pas un accord tacite. Donc, en pratique, ça peut être beaucoup plus dommage. long. Ouais, ouais, ouais. Là, justement, sur le sujet des BSR, moi, j'en ai eu, on a reçu la réponse favorable juste avant les déclarations en mai pour un SRI qu'on avait envoyé en juillet l'année dernière. Donc, Oui, d'accord. voilà. Plus de 3 mois, On quoi. était Bien content de plus. l'avoir, mais bien Ouais, plus. Mais voilà. Mais ce qu'il faut savoir, donc théoriquement, le rescrit, ça serait à chaque investisseur de l'adresser à son, alors c'est pas à son centre des impôts, c'est à la direction départementale, mais peu importe, enfin, au régime dont il relève. La petite astuce dans ce cas-là, c'est que ce soit la société qui envoie un rescrit directement à un organisme central, donc à Bercy, pour dire les choses de façon un peu simpliste, pour avoir le bénéfice de l'opération pour tous ces investisseurs, enfin demander le bénéfice pour tous ces investisseurs. Ça permet d'une part de centraliser les coûts entre autres, bien sûr. mais aussi d'avoir la même réponse pour tout le monde, donc pas de sentiment peut-être d'injustice entre les uns où le centre local dit oui et les autres où le centre local dit non. Et par ailleurs, ça n'empêche pas, en l'absence de réponse ou en cas de réponse défavorable, chaque investisseur individuel de renvoyer globalement la même chose en copiant-collant et en mettant son nom au lieu de mes investisseurs au centre dont il dépend. Donc, ça serait ça la petite astuce pratique sur le rescrit BSR.
Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Donc, loi Madelin, donc on a balayé beaucoup de questions, beaucoup de sujets. On a pris beaucoup de temps. On a quasi pris la moitié du temps du webinaire, mais il y a beaucoup de sujets. C'est un des dispositifs les plus utilisés par les startups, d'où le premier point qu'on a adressé avec ce dispositif loi Madelin. Maintenant, on va parler de l'autre aussi dispositif, en tout cas des autres dispositifs dont on entend beaucoup parler, qui sont les dispositifs PEA, PME ou PEA tout court. Et donc là, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus? Alors, le PEA ou le PEA-PME, donc dans les deux cas, c'est des instruments généralement bancaires. On va parler que des PEA bancaires aujourd'hui parce qu'il y a des PEA vendus, enfin commercialisés par les sociétés d'assurance qui existent aussi, mais qui nous intéressent pas trop parce que Parfait. Restons on bancaires gère alors. pas du tout, on gère pas leurs actifs en fait. Ils sont en Ok. unité de compte comme des contrats d'assurance un petit peu, donc on choisit pas ce qu'on y met dedans. Voilà. En fait, c'est des contrats. Il faut imaginer ça comme des enveloppes qui vont acheter des titres, percevoir les dividendes, les plus-values quand on cède les titres, etc. Et tant qu'on ne fait pas de retrait, qu'on ne rachète pas, ben, il n'y a pas de fiscalité. Donc, même s'il y a des titres qui sont vendus, des plus-values encaissées dans le PEA qui vendent des titres et qui en rachètent d'autres, mais il n'y a pas de fiscalité au niveau de la personne physique. Et alors, sauf exception sur les dividendes de titres non cotés, mais on va laisser l'exception de côté pour le moment. Et surtout, c'est des produits qui, au bout de 5 ans de détention, permettent de récupérer le- les titres et donc les gains, les plus-values potentielles, enfin tous les produits, toute la prise de valeur en exonération d'impôts. Et par contre, il y a des prélèvements sociaux et c'est pas très connu. Il y a deux façons de récupérer ces avoirs après 5 ans. La première, c'est des retraits, donc retrait partiel, retrait total, donc on récupère son capital. Il est également possible de sortir en rente viagère. Et donc, dans ces cas-là, D'accord. de la même façon, c'est exonéré d'impôt sur le revenu. Et par contre, il y a des prélèvements sociaux qui sont calculés comme pour les rentes, c'est-à-dire il y a une fraction de la rente qui est exonérée de prélèvements sociaux en fonction de l'âge. Donc, quand on est jeune, c'est pas forcément hyper intéressant. L'exonération, quand on a moins de 50 ans, c'est 70 c'est 30%, il y a 70 d'imposable. Quand on est plus âgé, la fraction est exonérée et plus importante. Donc voilà pour le mécanisme général du Et, produit. concrètement, ma question, c'est Comment ça l- marche? comment ça marche effectivement? Parce que pareil, il y a des questions d'éligibilité, je pense, pour la startup et côté investisseur, il doit parler avec sa banque et la banque, elle, doit s'assurer que la startup réponde bien à ses conditions d'éligibilité. Puis il y aura Voilà. forcément aussi la question du BSR parce que tout le monde se la pose très souvent et tu as bien fait d'adresser ce point juste avant. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus Donc voilà. là-dessus? Donc, l'idée, c'est d'abord de présenter l'intérêt, donc intérêt, exonération totale d'impôt si on le garde au moins en 5 ans. Ouais, Comment ça marche? Alors déjà, donc il y a le PEA et le PEA-PME. Donc le PEA, donc il faut savoir, on en a un seul de chaque par personne. On ne peut pas en ouvrir plusieurs. C'est pas comme des contrats d'accord. d'assurance vie. C'est un seul PEA et un seul Un peu comme PEA-PME le par livret A. personne. Ouais, un peu comme une livret A, si on veut. Ouais, ouais, ouais. Parce D'accord. que justement, comme c'est très favorable, c'est plafonné. Le PEA-PME a un montant de versement maximum, donc combien on met d'argent dessus, de 225 000 euros. Le PEA classique, un montant maximum de 150 000 euros. Et le plafond commun des deux, pardon, est à 225 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça a été créé, le PEA-PME avait un plafond de 75 000 et le PEA existait déjà avec un plafond de 150 à cette époque-là. Ça faisait 225 au total. Le gouvernement a décidé assez rapidement que c'était pas mal de pouvoir orienter l'investissement vers les startups. Voilà, donc il s'est dit on va monter le plafond possible du PEA-PME, mais tout en gardant une limitation globale à 225 000 euros. Donc ça, c'est une première chose. Et on y reviendra sur les stratégies d'utilisation de son PEA et de son PEA-PME. Avant ça, comment ça marche? Qu'est-ce qui est éligible au PEA? Alors, comment ça marche? Donc, en fait, c'est un compte, donc une espèce d'enveloppe sur lequel on vient déposer de l'argent, donc maximum 225 000 euros pour un PEA-PME. Et avec l'argent qui a été déposé sur le compte espèce, voilà, on va avoir aussi un compte titre dans le PEA ou le
PEA-PME. Et avec ce compte titre, on pourra acheter des titres qui seront logés dans le PEA. Donc voilà, c'est vraiment comme un compte titre avec son compte espèce attaché, mais imaginez que le tout est dans une enveloppe en vase clos. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Ben, essentiellement, on peut acheter des actions ou des parts sociales de sociétés. Euh, il est possible d'acheter des parts de certains fonds, de certaines SICAV. Il est possible d'acheter des obligations à taux fixe de certains comment dire, émetteurs de financement participatif, mais globalement, ça va être des actions Ouais. Puis pour ordinaires. notre cible, ce sera généralement des actions Voilà. ordinaires, donc, enfin, des actions d'une société, d'une startup. Voilà. Donc, c'est des actions, des parts sociales d'une société, et il faut que ce soit des actions ordinaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre d'actions de préférence. On ne peut pas non plus mettre de droits donnant accès au capital, donc typiquement de BSA ou de BSR. On ne peut pas démembrer les actions, donc c'est vraiment, en fait, sur notre cible, ça va être des actions ordinaires. Et il faut savoir que depuis 2016, on ne peut pas non plus se racheter des actions qu'on détient déjà. C'est-à-dire, si j'ai des actions en direct, j'ai souscrit en direct, je ne peux pas mettre de l'argent sur mon PEA pour me les racheter, pour les loger dans mon PEA. Donc, c'est vraiment à chaque fois qu'on souscrit une action, on se demande est-ce que je l'achète en direct ou est-ce que je l'achète avec mon PEA. Et Entre guillemets, enfin, on ne pourra pas transférer de manière un peu c'est ça, vulgaire. on peut pas. Si on les a C'est déjà ça. achetés sans les mettre dans un PEA, c'est trop tard. On ne pourra pas ensuite les loger a posteriori dans ce PEA. C'est ça. Et D'accord. naturellement, il existe des cas de figure où des petits malins ont décidé, bon, ben moi j'ai des actions, ma copine en a aussi, je vais lui vendre mes actions pour qu'elle les mette dans son PEA et elle va me vendre les siennes pour que je les mette dans son PEA. Tout ça est de l'abus de droit. Donc il faut faire attention avec ce qu'on fait avec le PEA. Avant ça, donc avant de rentrer dans les petits warnings, il faut pas non plus, donc ces actions ordinaires, il faut pas détenir plus de 25% du capital de la société dont on loge les titres dans son PEA. Donc il faut pas le détenir, que ce seuil soit dépassé en prenant compte des participations qu'on a en direct, donc des titres qu'on a, des participations qu'on peut avoir via l'intermédiaire de sociétés holding ou autres qui auraient également investi dans cette société. Et on prend en compte le cercle familial, donc le conjoint, les enfants, les parents. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas gênant forcément si vous allez chercher des investisseurs parce que l'idée n'est pas qu'ils aient plus de 25% du capital de votre société. Par contre, c'est à moins d'être une multitude de fondateurs, c'est rarement là qu'on loge ses propres parts en tant que fondateur. Voilà. Ok. Sur les petits sujets d'attention, donc on peut mettre des titres non cotés dans le PEA, donc dans les deux PEA et en particulier dans le PEA PME qui est un Côté petit peu non fait pour côté, hein. ça. Donc, pour nous, les Voilà, startups et celles qui nous écoutent probablement, on parle enfin, vraisemblablement que de startups qui sont non cotées. Donc, c'est éligible évidemment comme des sociétés du CAC 40 ou autres. voilà. Et donc dans le PEA PME, on peut mettre que des titres de PME et d'ETI. Donc PME, on a donné la définition. ETI, c'est plus gros, c'est moins de 5000 salariés et moins, je crois, c'est 1,25 milliard de chiffre d'affaires et 2 milliards de D'accord. total de bilan. Donc on peut aller assez loin quand même. Là, on peut mettre un peu de licorne. Voilà. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais alors le point d'attention avec ces titres non cotés, c'est qu'il faut être certain de les inscrire euh, à un prix qui soit juste. C'est-à-dire qu'il y a quand même une tendance à vouloir sous-coter la valeur des titres quand on les inscrit en PEA. Alors, peut-être qu'ici, c'est pas trop le problème, parce que finalement, si vous allez chercher des investisseurs, il y aura la valorisation Exactement. de la Ouais. levée et donc il y aura Ce un sera le point de référentiel. référence. Mhm. Voilà. Sinon, c'est vrai que quand on inscrit, par exemple, sur des fondateurs qui seraient 5, qui auraient 20% chacun, qui voudraient le mettre dans leur PEA, là, à la fois pour maximiser la plus-value exonérée, pour contourner potentiellement les plafonds de 150 000, 225 000, enfin, pour tout un tas de mauvaises raisons, il y a une tentation à sous-évaluer les titres et l'administration fiscale est très sévère avec ça. Elle considère que c'est de l'abus de droit, donc majoration de 80% directement.
Si c'était pour contourner le plafond des 150 ou des 225 000 à l'ouverture du plan, elle ferme directement le plan avec imposition latente, alors même vous n'avez pas de cash puisque vous n'avez pas vendu les Très bien. titres. Ouais. Donc voilà, il faut... Faut pas s'amuser Si, à essayer si, de contourner ou à jouer au plus malin, à la plus maline. exactement. Petite question là-dessus, ce qui veut dire que potentiellement, si on est fondateur et qu'on crée sa startup, est-ce qu'on pourrait y loger les titres à l'occasion de la création de sa société dans un PEA? Oui, ma condition, du coup, de ne pas avoir plus de 25% de la société. Voilà, d'accord, très bien. Voilà. Donc si on a moins de Et 25% de par la société, ailleurs, on que ce pourrait y soit loger ces titres. D'accord. Voilà. Et par ailleurs, que ce soit vraiment des actions ordinaires, alors ce qui est généralement le cas pour les À la fondateurs, création, mais ouais, d'accord. il peut y avoir des actions de préférence avec des droits de veto, des choses comme ça. Donc, il faut quand même, c'est quand même regarder. D'accord. Et il faut que ces actions de préférence, parce que, comme vous le savez peut-être, il existe des actions de préférence qui sont statutaires. Donc, on prévoit vraiment dans les statuts ces différentes types et catégories d'actions. Là où il peut exister aussi des actions de préférence, mais uniquement extra-statutaires. Et quand on parle d'extra-statutaire, c'est le pacte d'associés, qui est le document qui est en plus des statuts. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle extra-statutaire, qui pourrait aussi prévoir, et c'est très souvent le cas dans le cadre de levée de fonds en early stage, où il y a des actions dites de préférence, mais uniquement labellisées en termes de préférence et qui donnent des droits extra-statutaires qui sont prévus dans ce pacte d'associés. Exemple, liquidation préférentielle, droit d'antidilution, etc. Est-ce que sur cette partie, on sait, il faut qu'elle soit statutaire, enfin, l'action de Alors, préférence, ou à ma extra-statutaire? connaissance, enfin, j'ai pas connaissance que ce soit prévu dans les textes, mais il est à peu près certain que toute action de préférence statutaire ou non serait susceptible d'être mise en cause, puisque D'accord. c'est des choses d'administration fiscale, Puis elle est assez l'interprétation, si sévère elle va avec plutôt ça, dans le en sens, fait. ouais, d'accord, ok. Que ce soit Puis donc on est extra-statutaire. vraiment, Ok. on est vraiment dans l'idée d'un produit un peu exceptionnel avec un avantage fiscal très fort, puisque en fait, non seulement la plus-value de cession, dans ce cas-là, si on souscrit, qu'on sort est exonéré, mais en fait, si on reprend les sommes qui ont été souscrites, enfin, retirées de la D'accord. première Donc, session, qu'on va les selon toi, réinvestir. mieux vaut avoir une Voilà. analyse Donc, plutôt stricte, c'est-à-dire que qu'elle oui, soit de préférence statutaire ou extra-statutaire ou les deux, ayons une analyse plutôt conservatrice et stricte par rapport à ce que pourrait regarder l'administration et donc pas forcément les loger à ce titre voilà. dans un PEA. De toute façon, J'ai pas connaissance qui est de ok. commentaires à ce sujet, mais oui, faire attention. Alors, par contre, si elles étaient purement ordinaires au moment de la souscription et que les pactes sont conclus qu'après et qu'on peut Ouais. prouver qu'elles avaient été inscrites en PE avant, il y a sûrement des, 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 des choses à défendre. Mais Et, globalement, avec tous ces régimes de faveur, il faut être vraiment dans les clous si on veut ouais, bien être, sûr. dormir tranquille. Voilà, écoutez, les conseils de la fiscaliste hein, pour ça, clairement. Et concrètement, qu'est-ce que demande la banque? À qui elle demande quelque chose, la banque côté investisseur ou côté start-up? Alors, elle va demander des attestations à l'investisseur qu'il n'a pas déjà plus de 25% des titres par ailleurs, D'accord? etc. Donc, il y a tout un tas de documentation. Et pour le PAPME, oui, elle va demander également à la société une attestation avec un certain nombre de précisions, notamment qu'elle sait que les titres sont logés dans le PEA, qu'elle s'engage à verser les produits, donc par exemple, si elle distribue des dividendes, sur le PEA et non pas sur le compte courant de l'investisseur. Voilà, donc elle va demander un D'accord. certain nombre d'informations. Donc ça va être un petit peu lourd. Il faut aussi savoir que ça dépendra un petit peu des relations entre votre investisseur et sa banque. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre que si je vais voir mon banquier à la Banque Postale de Toulouse, qui est fort sympathique, mais pas toujours très réveillé, si je lui dis je veux loger des titres dans le PEA non cotés, etc., je ne suis pas sûre que ça se fasse Si très rapidement, effectivement ni ouais. très rapidement. Donc Ouais. Ça, c'est après, un voilà, très bon point, ouais, parce que comme on pour sait des que ouais, investisseurs, un peu business angel qui sont dans des banques privées, voilà, qui sont habitués à des banquiers qui font pas mal de sur-mesure, ça se fait couramment. Sur Monsieur, Madame, tout le monde, c'est peut-être un peu plus ouais. délicat. Donc là, le mot est vraiment anticiper ça, quitte à poser les questions et à avoir ça en tête en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de vos investisseurs. Très important parce qu'on sait à quel point le temps est stratégique aussi et quelque chose d'ultra important à avoir en tête quand on lève des fonds. Et donc que ces questions ne viennent pas à la fin, parce que si ça vient à la fin, ça peut poser pas mal de problèmes. Une petite astuce peut-être pour ce point PEA. Oui, alors pour le point PEA, c'est ce qu'on disait. Donc, il y a un PEA et un PEA-PME. Pour autant, vous avez le droit de mettre des titres de PME ou de TI dans le PEA classique. Et donc, à mon sens, certains de vos investisseurs peuvent pouvoir
avoir intérêt à souscrire via leur PEA classique, alors si le plafond de versement n'est pas dépassé, parce que s'ils ont envie de soutenir on va dire du private equity du non-coté sur une opération, mais qu'après, il veut être libre de pouvoir réinvestir la plus-value réalisée à la sortie, aussi bien dans de la PME, ETI non cotée que sur les marchés, ils pourront le faire avec leur PEA classique. Si la plus-value a été encaissée dans le PEA PME, ben, ils devront réinvestir dans des PME ou des ETI. Donc, ça peut être la petite astuce de quelle enveloppe choisir. On va la garder en tête et n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Donc, on sait que nous, on pourrait parler pendant des heures avec Caroline sur tous ces sujets, notamment d'un point de vue technique, mais n'hésitez pas à poser aussi, vous, vos cas concrets ou autres, ou les questions peut-être même théoriques que vous pouvez vous poser, qu'importe. On est là pour ça. Sinon, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, nous, on est là, on est lancé, on enchaîne. Donc, on a passé les deux premiers points, loi Madelin et maintenant PEA, en voyant effectivement les deux différences PEA-PME. Maintenant, on va parler de tout ce qui est holding. Ça aussi, c'est des questions qu'on nous pose très souvent sur Seed Legals, notamment côté fondateur, mais comme côté investisseur. Donc, c'est là aussi où on voit une certaine dualité où les deux se posent des questions assez similaires sur est-ce que je dois, moi, garder mes titres en propre, donc moi, personne physique, Florent Artaud, ou est-ce que je dois avoir ma société, Florent Artaud SAS, pour faire quelque chose de très, très, très spécifique et innovant, pour y loger mes titres avec une logique de holding. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces aspects? Oui, alors c'est une grande question. C'est pas très compliqué en réalité, c'est juste que ça dépend des objectifs de chacun. Et puis comment dire, des avantages non pas théoriques mais économiques réels. Une fois qu'on pose des chiffres sur la table, quelle est l'économie d'un côté, quel est le coût de la structure de l'autre. Tout à fait. Donc, voilà. Et puis, il faut pas non plus rentrer dans les effets de mode, c'est-à-dire que ça peut être très à la mode d'avoir sa holding, il faut savoir pourquoi on l'a fait et pas uniquement passer à la mode. Et à ce sujet, peut-être que le premier point qui est quelque chose de très basique, une holding, c'est l'objet social de la société, c'est son activité. C'est-à-dire que on peut être holding comme on peut être marchand de chaussures ou développeur de logiciels SaaS. C'est pas une forme de société particulière. Votre holding, après, ça peut être une SAS, une SARL, une société civile. Voilà, parce que il y a parfois des gens Comme qui on viennent nous voir pourra, avec tout à je veux fait. une holding, comme si c'était une société, la société holding, une forme de société. Donc, ça, c'est le premier point. L'idée de la holding, c'est quoi? Oui. Sur ce point, ouais, j'ai une petite question sur quelle est la forme sociale la plus utilisée. Je pense qu'après, il en vient selon la situation. Alors, Je pense que ça anticipe il y a, la réponse, mais oui, il y a trois formes sociales qui sont utilisées. Il y a la SAS quand on veut se verser des dividendes, quand tout ce qu'on veut remonter de sa holding, c'est des dividendes, en d'accord. schématisant. Ouais, ouais, bien sûr. La SARL, souvent, quand on a des holdings qui sont un peu mixtes, qui sont à la fois des sociétés qui détiennent des participations, mais qui ont aussi, qui peuvent être des petites sociétés de conseil, sur lesquelles on va facturer des prestations. Et donc, l'idée de l'actionnaire de la holding, c'est éventuellement de se remonter des dividendes, mais aussi de se verser des rémunérations de gérants parce que c'est un peu moins chargé donc, D'accord. qu'un mandat de président. Et la dernière forme, qui est pas mal utilisée, que moi je recommande pas trop, mais qui a une raison pour être utilisée, c'est la société civile. Donc, D'accord. société civile, c'est une société à responsabilité illimitée. Donc, on peut venir vous chercher personnellement sur des Le dettes patrimoine contractées par la personnel, ouais. société. Voilà. Mm. Pourquoi elle est utilisée? C'est dans le cas des apports. Donc, on parlera un peu de l'apport cession tout à l'heure. Ça évite de faire appel à un commissaire aux apports. Donc, c'est plus rapide et moins coûteux à D'accord. mettre en place quand on apporte des titres d'une autre société. Donc, c'est pour ça qu'elle est, Très bien. qu'elle est Donc, utilisée ça, ce assez sont les trois souvent. formes sociales. SARL, Voilà. SAS et SCI, mais un peu plus à la marge et pour ces questions C'est notamment d'apport. société Très civile. bien. Et donc, la holding, on revient sur l'objet social. Effectivement, Voilà. c'est Et pas la donc, forme sociale. voilà. La Donc, holding, la holding, c'est son objet social. Et donc, son objet social, holding, c'est hold, tenir. Donc, c'est de détenir des participations, de l'immobilier, enfin, détenir des actifs dans une logique un petit peu de spéculation, de capitalisation plutôt. Voilà, donc il y a des holdings classiques, des holdings animatrices, ça c'est un petit peu hors sujet pour aujourd'hui. Pourquoi on met en place une holding?
au niveau d'un investisseur particulier ou au niveau d'un fondateur. Donc, on oublie des logiques un peu plus corporate, peut-être comme l'intégration fiscale ou autre. Alors, à ce niveau-là, plus personnel, c'est en fait des logiques de tirelire, de cashbox, c'est-à-dire que quand on va remonter des revenus, donc soit des dividendes de la société opérationnelle, la société principale qui réalise l'activité, soit lorsqu'on vend cette société que donc on réalise une plus-value. Si on n'a pas de holding, donc de tirelire, en fait, c'est le fondateur ou l'investisseur qui reçoit directement l'argent. Et donc, à l'heure actuelle, il est imposé à la flat tax au taux de 30% pour des sociétés qui ont été créées après 2018. Éventuellement, il peut avoir une surtaxe, donc ça peut passer à 34% avec la CEHR si on a des montants relativement importants. CEHR, c'est pour les très hauts revenus, hein, c'est ça? Voilà, c'est au-delà de 250 000 euros pour une personne seule, 500 000 euros pour un couple, il y a une petite surtaxe de 3 à 4%. Donc, D'accord. voilà. Donc, on peut avoir théoriquement sur de la plus-value du dividende un taux d'imposition maximum de 34%. Tandis, voilà, ce qui n'est pas forcément comment dire, totalement dissuasif. Et si l'idée est de percevoir ces sous et d'aller investir dans des maisons de vacances, les études des enfants, enfin voilà, des sources de dépenses ou d'investissements vraiment personnels, effectivement, il vaut mieux l'avoir en direct que dans une holding. Si par contre l'idée c'est de limiter cette fiscalité parce qu'on trouve que 34% c'est un petit peu lourd et qu'on voudrait bien investir dans d'autres projets qui peuvent être faits dans le cadre d'une société, des nouvelles boîtes ou des placements financiers, qu'on n'a pas besoin des liquidités personnellement et qu'on aimerait bien avoir une base la plus importante possible pour continuer à capitaliser sur cette base, à ce moment, la holding peut faire sens. Pourquoi? Parce que alors déjà, même s'il n'y a aucun régime de faveur particulier qui s'applique, le taux de l'impôt sur les sociétés, c'est 25%. Il y a une petite tranche à 15-25%. Donc, entre 34 et 25, on a déjà 9 points d'écart. Donc, c'est déjà ça. Et surtout, avec ce qu'on appelle les régimes Murphy, c'est-à-dire lorsqu'on a des titres de participation, généralement que la société détient au moins 5% du capital pendant au moins 2 ans, on a des régimes de quasi-exonération. C'est-à-dire que pour les dividendes, quand les dividendes remontent, quand on peut bénéficier de ce régime Murphy, mais au lieu d'être imposé à 25% sur 100%, on est imposé à 25% sur 5% seulement du montant de dividende. Donc, ça fait un taux effectif d'impôt de 1,25%. Donc, on vous remonte 100 de dividendes, il reste 98 versus 0,75 si je ne me trompe pas, qui peut être investi dans votre projet versus 70 ou 66 si on l'avait en direct. Et pour les plus-values, quand on vend la société filiale, on a la même logique. Là, la quote-part, elle n'est pas de 5%, elle est de 12%. Mais pareil, 12% fois 25%, ça fait 4% d'impôt. 3% d'impôt. Oui. Et donc ça, il Donc, faut bien ça que laisse, il y ait une 5% de détention pour bénéficier de ce régime Murphy, hein, c'est c'est ça. ça? Oh, alors, il y a des cas particuliers où des participations très minoritaires et très inférieures à 5% ont pu être jugées Restons sur comme le des titres de principe, ouais, parce que participation. on Mais sait que sur le la principe, fiscalité adore les voilà. exceptions et les Sur le sous-exceptions. principe, c'est au moins 5% du capital pendant, donc, du capital de la nue propriété en quelque sorte pendant au moins 2 ans. D'accord. Et donc ça, c'est une raison de faire une holding. Après, naturellement, il faut comparer ses économies d'impôt. Si la participation en dessous vaut 2 000 euros, ça vaut pas le coup de mettre en place une holding qu'il faut constituer. Donc, il faut créer la société, il faut tenir la compte à tous les ans, etc. Si Il l'économie y a des d'impôt n'est frais. pas au valeur égale à holding en termes de gestion. Donc, typiquement, le petit investisseur qui va mettre un ticket à 5 000 euros, c'est pas qu'on ne veut pas lui faire de holding, c'est qu'il a peu de chances que ce soit vraiment hyper rentable, à moins si vraiment il pense que son ticket à 5 000 vaudra 50 000 quand il revendra. Mais il faut qu'il mesure les risques. Voilà, c'est Question là-dessus, justement, c'est en termes de timing, parce que par exemple, prenons là le cas de cet investisseur qui a mis 5 000 euros, il a investi en propre, donc personne physique en direct. Est-ce que demain, il pourra potentiellement y loger ses titres, quand bien même il crée sa holding plus tard, et donc bénéficier plus tard des dispositifs dont on vient de parler là? oui, mais alors là, enfin,
oui et non. On glisse vers le sujet de l'apport cession, c'est-à-dire D'accord. que là, on partait un peu du principe qu'on constitue une holding qui achète des titres, donc on met un capital, Donc c'est de la holding l'argent qui sur, achète elle voilà, directement et qui de, souscrit directement les titres, voilà, de à l'argent sur le contrario où compte de on les la loge holding. ensuite. Voilà. À contrario D'accord. on les loge ensuite, et là, on est sur les sujets d'apport On va des y revenir. titres D'ailleurs, il nous et reste 7 potentiellement d'apport minutes, cession. donc on va y Allez. arriver très vite, mais juste peut-être un dernier point, si je récapitule ce point sur holding ou pas holding, moi j'ai retenu les principales questions à se poser, c'est déjà quelle utilisation on va en faire de ces fonds potentiellement issus de cet investissement. Donc si c'est des fonds, enfin des utilisations des dépenses qui auraient vocation à être assez personnelles et non pas tant en termes d'épargne qu'on pourrait loger, qu'on ne va pas toucher tout de suite, mieux vaut les avoir en direct. Si c'est une logique vraiment de dépense de ces plus-values potentielles au retour sur investissement avec des dépenses perso. Sinon, OK, logique d'épargne, d'investissement, on peut y loger et là, y voir effectivement quels seraient les dispositifs intéressants et comment on pourra en bénéficier. C'est ce que tu nous as expliqué avec potentiellement si on détient 5%, il y a le régime Murphy qui peut s'appliquer avec les avantages dont tu as parlé. Sinon, c'est aussi les questions de pouvoir réduire un peu son impôt ou on est un peu moins imposable avec sa holding, mais on ne touchera pas tout de suite. Donc cet investissement, comme si tu l'as aussi précisé. Et c'est à mettre aussi en face aux frais de structure, parce qu'il y a un coût de structuration de la société et également de tenir des comptes sociaux de cette société. Voilà. Il n'y a pas grand-chose, mais il faut faire intervenir un comptable à un moment. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait se dire. Voilà. Euh, Et après, donc, c'est les grandes lignes, il y a plein de choses. C'est-à-dire, si on est capable d'endetter sa holding pour acheter des actifs, on peut aussi avoir des logiques un peu plus compliquées où Là, c'est on de transmet l'ingénierie des parts de sa holding. patrimoniale et on a Voilà. besoin d'une Donc, il y a fiscaliste comme plein, il toi. y a Et plein donc là, d'autres il faut raisons. Pas te contacter forcément, mais clairement. voilà, il y a plein d'autres C'est quand raisons, même mais le assez, régime, assez voilà. recommandé, en tout Le cas. régime Murphy était le gros point, quoi. Il nous reste 5 minutes maintenant, donc on va passer directement les astuces. On a récapitulé un peu sur cette partie holding, on l'a compris. Et si on passe maintenant pour terminer sur ce régime de l'apport cession, alors en quelques mots, comment tu peux nous l'expliquer? Alors là, donc sur l'apport cession à proprement parler, on est sur les logiques où on n'a pas forcément fait sa holding à la création ou à la souscription des parts, et où on s'apprête à vendre une société et où on se dit oui, mais ça serait bien que ça soit dans une tirelire holding et non pas que ça tombe dans ma poche imposée à la flat tax. Donc, dans ces cas-là, on est souvent sur un apport juste avant la cession. Et donc, par rapport à ce qu'on disait, il y a ce cas de figure. Et il y a le cas de figure où en fait on ne sait pas si on va vendre ou pas, mais on se dit bon mais en fait peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse à faire une holding pour le jour où je vendrai. Donc ça on y reviendra après. Pour l'apport cession à proprement parler, donc la logique c'est on apporte les titres qu'on avait en direct assez rapidement avant la cession de ces titres. À un tiers, on les apporte à sa holding, et donc du coup, c'est pas nous qui allons les vendre, c'est la holding qui va les vendre. Quand on réalise l'apport des titres, donc là, en général, dans le meilleur des cas, on a déjà plus ou moins son vendeur identifié, on a le prix de marché, enfin le prix de vente négocié des titres, donc on va essayer de faire l'apport à la même valeur que celle qui est prévue pour la vente des titres. Donc, on va créer une holding en lui apportant des titres, elle va avoir un capital important. Si on a prévu de vendre les titres pour 1 million d'euros, ben, elle se retrouve Capital directement, d'un on lui million d'euros. apporte 1 million d'euros de titres, voilà. Donc c'est là que parfois, pour pas avoir expliqué au commissaire au compte que, mais si, ça vaut vraiment 1 million. D'ailleurs, regardez, j'ai une offre, on contourne et on passe par une société civile. Petite parenthèse, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. D'accord. Voilà. Mais donc, au moment où on réalise l'apport, en réalité, on dégage une plus-value. C'est-à-dire que quand moi, personne physique, j'apporte mes titres à une holding, que j'apporte quelque chose que j'ai souscrit pour 0 ou pour 1 000 euros, que ça vaut 1 million, je réalise une plus-value de 999 voilà, 1 000 euros. Euh, voilà, mais cette plus-value, j'ai pas de cash puisque c'est un apport de titres. J'ai reçu des parts de la holding en échange de mes titres historiques. J'ai pas reçu de liquidité. Donc, si je contrôle ma société holding parce que je suis seule dedans, par exemple, j'ai une plus-value qui est placée en report. Donc, c'est-à-dire qu'on va déclarer la plus-value, mais qu'elle n'est pas imposable tout de suite. Elle deviendra imposable que si certains événements se produisent qui mettent fin au report. Ah, Et tu vas nous dire lesquels voilà, alors. voilà, je vais dire lesquels. Donc, notamment les cessions de titres de la holding. Donc, ça, c'est logique. Je vends les Mhm. titres de ma holding, ça met fin au report. Ça peut être aussi le cas en cas de donation des titres de la holding, s'il n'y a pas des investissements de conserver les titres. Donc là, c'est un petit peu à part, mais l'idée, c'est que toute cession au sens le plus large possible, changement de propriétaire
des titres de la holding peut mettre fin au report. Et le dernier cas, et c'est le cas dans lequel on est avec l'apport-cession en général, si la holding cède les titres de la société filiale qu'elle a reçue moins de 3 ans après l'apport. Donc en général, c'est ce qui se passe. Et donc là, deux remarques. Du coup, c'est la raison pour laquelle parfois on se demande, alors qu'on n'a pas de projet de cession, est-ce que j'apporterai pas tout de suite mes titres à une holding? Et donc, dans ce cas-là, Pour faire débuter le délai de c'est 3 ans, ça, c'est pour ça? faire débuter le délai 3 ans. Et donc, dans D'accord. ce cas-là, le conseil, alors c'est un peu rapide, c'est à étudier au cas par cas, mais ce qu'on peut se dire de façon générale, c'est que pourquoi pas, mais à condition d'être sûr que vous n'avez pas recédé dans les 3 ans qui viennent, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Autant le faire juste avant la cession pour pouvoir panacher, puisqu'on peut décider de garder une partie des titres en direct pour payer ses vacances et les études de ses enfants, comme je disais tout à l'heure, et d'apporter le reste à la holding pour le mettre dans sa tirelire. Donc, soit on est sûr qu'on va pas vendre de suite et donc, du coup, on peut déjà décider qu'on va apporter des titres, soit si la cession est relativement est imminente ou doit arriver à horizon de moins de 3 ans a priori, à ce moment-là, peut-être autant le faire à la fin pour avoir vraiment la main sur les valeurs et la répartition des valeurs. D'accord. Donc, ça, c'était le premier point sur la holding. Donc, si on revient sur notre cas de l'apport-cession, où vraiment on a apporté ces titres, constitue une holding juste avant la cession. Donc, on apporte les titres. La holding vend les titres dans les jours ou les semaines qui suivent. Voilà. Donc, théoriquement, elle ne réalise pas de plus-value puisqu'elle les vend au même prix que la valeur qu'ils ont à son Qu'elle les a actif. reçus, ouais. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'une certaine manière, la cession peut être exonérée d'IS, mais c'est pas parce qu'il y a un régime Murphy ou une exonération. Pour avoir le régime Murphy, il aurait fallu qu'elle les détienne pendant plus de 2 ans et qu'elle ait au moins 5%. Là, on n'est pas du tout sur ça. On est sur le fait qu'en fait, il n'y a pas de plus-value qui est réalisée en raison de la Elle les proximité a reçus des à 10 opérations. euros, et elle les revend à 10 euros s'il y a peu d'augmentation Voilà. de valeur, Voilà. donc pas de plus-value. D'accord. Donc, pas de plus-value. Et par contre, cette opération, elle est censée faire tomber le report sur la personne qui a apporté ses titres à la holding. Et donc, ça peut être assez embêtant puisque lui, il a une plus-value qui devient imposable. Il n'a pas de cash puisque c'est la holding qui a encaissé Ah le prix oui. de vente, mais il doit payer l'impôt. Mais naturellement, il y a une exception, c'est-à-dire que le report est maintenu si la holding s'engage à procéder à des réinvestissements. Donc, il faut qu'elle réinvestisse au moins 60% du prix de vente des titres dans un délai de 2 ans dans des actifs éligibles. Donc, ça peut être l'achat d'un actif permettant l'exploitation d'une activité, donc des machines industrielles, des fonds de commerce. Ça peut être Des startups l'achat. aussi, par exemple, dont on en Ah, parlait? pas encore, Pas j'y encore, viens. d'accord. Pas Autant encore. pour moi. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est l'achat de titres de société lui conférant le contrôle. Donc ça veut dire qu'elle peut racheter votre société ou au moins 50%, mais c'est pas forcément ce que vous voulez non plus. Mhm. Le dernier, mais que je vais faire en troisième, c'est des achats de parts dans des fonds dédiés. Voilà. Et le dernier critère dont on parle, et c'est là que ça peut vous intéresser, c'est des souscriptions justement au capital de société et en particulier de PME ou de start-up. Voilà. Et donc là, c'est souscription soit au capital initial, soit une augmentation de capital, donc une levée de fonds. Et donc ça peut aussi être un argument si vous avez parmi vos investisseurs pressentis des gens qui ont vendu des boîtes récemment, qui ont des holdings, ils ont besoin de réinvestir dans un délai de 2 ans. Donc ça peut être un argument pour les faire investir au capital de votre société. Sur les conditions sur les sociétés, donc il faut que ce soit des sociétés opérationnelles, donc toujours pareil, qui ont une vraie activité commerciale au C'est plus ou sens moins la très même large. liste qu'on a balayée Voilà, avec Madelin. voilà. Il faut qu'elles aient pareil, qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent, etc. Là où ça diffère un peu, c'est que les activités immobilières ne sont pas a priori exclues. Donc, si vous D'accord. avez une activité de marchand de biens ou de promoteur immobilier, par exemple, c'est possible, alors que ce n'était pas possible pour l'IRPME. Voilà dans les très grandes lignes.
Et merci beaucoup, Caroline. Je vois qu'on a atteint l'heure fatidique donc de midi. On a dépassé un peu de 2 minutes, mais c'était fort enrichissant, un peu technique, mais obligé quand on parle de fiscalité, de balayer certaines thématiques un peu complexes. Mais l'idée était de pouvoir justement, comme tu l'as dit, aussi donner les principaux points, les Les clés. principaux éléments et un peu les clés de lecture de ces différents dispositifs fiscaux dont vous pouvez bénéficier, vous, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais également investisseur. Et donc, quand vous allez lever des fonds, à quel point ça peut être intéressant de pouvoir avoir au moins une vue assez claire sur ces différents dispositifs, sachant lesquels et en tout cas qu'ils existent. Ensuite, pour rentrer plus dans le détail, toujours bien de pouvoir bénéficier de conseils de fiscalistes comme toi, Caroline. Donc, merci beaucoup encore ce matin. D'un point de vue question, je crois que tu as été tellement clair que les gens Personne sont n'ose poser de restés questions. mus, ouais, et n'ont pas osé poser de questions. Est-ce que c'est la fiscalité ou est-ce que c'est la clarté de tes explications? Je pense qu'on va rester sur le deuxième aspect. Et puis, pour la suite, je pense qu'on reste de toute façon disponible, que ce soit toi, donc avec ton contact qu'on pourra transmettre à l'occasion si besoin, on en discutera après, mais avec ton cabinet, donc qui est Caroline Lepoix, donc qui dispense des conseils sur la partie fiscalité, comme tu le disais, à des startups, des investisseurs également, des PME, et nous, de notre côté, Seed vous nous connaissez, on a l'habitude de vous accompagner, vous, entrepreneurs, dans vos projets pour les questions de levée de fonds, partage du capital et bien d'autres. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci encore, Caroline, pour ta Ok, participation et merci à tes toi explications. d'avoir organisé Avec ça. plaisir. Et je vous souhaite un très bon après-midi et à très bientôt sur Site Légal pour d'autres webinars. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Salut.